L'arrêt cardio-pulmonaire est une condition potentiellement mortelle qui survient lorsque la contractilité cardiaque et la respiration spontanée cessent. Il s'agit d'une urgence médicale car même une brève période d'arrêt circulatoire de 3 à 5 minutes peut entraîner des lésions cérébrales irréversibles. Le diagnostic d'un arrêt cardio-pulmonaire est généralement évident sur le plan neurologique et se caractérise souvent par un état de mort apparent et une perte brutale de conscience. Sur le plan circulatoire, il s'identifie par l'absence de poules carotidiennes ou fémorales, tandis que sur le plan respiratoire, il est marqué par l'arrêt de la ventilation ou des mouvements respiratoires, souvent accompagné d'un pâleur cutanée. Des divers mécanismes spécifiques peuvent contribuer à cette condition, notamment la fibrillation ventriculaire, qui est caractérisée par des tremblements non coordonnés de ventricules sans contraction utile, entraîne une syncope immédiate et la mort en quelques minutes, et peut se manifester sur le sujet par une activité rapide et chaotique avec des larges complexes QRS polymorphes. Deuxième mécanisme, la tachycardie ventriculaire, définie comme plus de 3 battements ventriculaires consécutifs à une fréquence supérieure à 120 battements par minute. Le diagnostic repose sur l'échocardiographie, montrant des complexes QRS volumineux et réguliers. De plus, une asystolie, indiquant une contraction cardiaque insuffisante, se présente sur l'ECG avec une trace plate. Enfin, la dissociation électromécanique, caractérisée par l'absence d'activité mécanique dans le cœur malgré la présence d'activité électrique, peut montrer un complexe QRS large ou étroite sur l'ECG. De nombreuses causes sous-jacentes peuvent déclencher un arrêt cardio-pulmonaire, notamment des problèmes cardiaques tels que des maladies coronariennes ou des pathologies valvulaires, des problèmes respiratoires comme l'asthme sévère ou une obstruction par un corps étranger, ainsi que le pneumothorax. Des causes neurologiques dues à la dépression du centre respiratoire. En plus de ça, des problèmes circulatoires comme l'embolie pulmonaire ou un état de choc, ainsi que des déséquilibres métaboliques, y compris l'hypercalémie et l'acidose métabolique. Et n'oubliez pas de différentes autres conditions comme un traumatisme grave, l'électrocution et les 3 EPO. Hypovolémie, définie par une faible volume sanguin résultant d'un saignement sévère. L'hypothermie désigne une température corporelle dangereusement basse, généralement inférieure à 35 degrés. Et finalement, l'hypoxémie, avec une faible taux d'oxygène dans le sang. Concernant le traitement, plusieurs étapes importantes doivent être respectées. Premièrement, la reconnaissance précoce d'un arrêt cardiaque et l'alerte immédiate des services d'urgence sont essentiels. Ensuite, commencer la réanimation cardio-pulmonaire de base. En l'absence de lésions médulaires évidentes, des mesures spécifiques sont prises lors de la première étape de la réanimation cardio-pulmonaire de base. Cela comprend une hyperextension de la tête, une subluxation antérieure de la mandibule pour assurer une voie aérienne dégagée. Si des corps étrangers sont présents, ils doivent être rapidement retirés des voies respiratoires. De plus, si la situation suggère la possibilité d'un corps étranger laryngé, la manœuvre de Heimlich implique des compressions abdominales et réalistes. Donc, comment faire les compressions thoraciques? Le patient est allongé sur le dos, sur une surface dure. Le secouriste étant agenouillé à côté gauche du patient. La paume de la main est placée au milieu du sternum et la paume de la seconde main est appuyée sur le dos de la première. Doigt crochu, coude tendu, une dépression de 5 à 6 cm est impliquée en appuyant sur le sternum. Après chaque compression, relâchez la pression pour permettre une réexpansion thoracique pendant une durée égale à la compression. 30 compressions sont suivies de 2 ventilations à raison de 100 compressions par minute. Les ventilations peuvent se faire par bouche à bouche ou par masque. Il est important d'en changer régulièrement car les compressions deviennent inefficaces après 2 minutes d'effort continu. Les interruptions de massage cardiaque doivent être évitées autant que possible. Il existe des cas spéciaux. En cas de grossesse, les compressions doivent être plus hautes sur le sternum. Environ 30% des patients retrouvant une activité circulatoire en milieu pré-hospitalier. Maintenant, on va parler de la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée en milieu hospitaliste. Premièrement, une surveillance continue des signes vitaux, comprenant la pression artérielle, la saturation en oxygène et les niveaux de dioxyde de carbone ou CO2. La poursuite des manœuvres de survie de base est aussi importante avec la mise en place d'une intubation orotrachéale le plus tôt possible et la garantie d'une ventilation adéquate avec une connexion d'oxygène facilitée par un respirateur artificiel et bien sûr le maintien d'un massage cardiaque externe tant que les pôles restant absents. Simultanément, la mise en place d'une ligne intra-osseuse ou intraveineuse pour l'administration efficace des interventions et des médicaments nécessaires. Maintenant, on parle de la défibrillation ou le choc électrique externe. En cas de rythme choquable, c'est le cas de la fibrillation ventriculaire qui représente plus de 90% des arrêts cardiaques, en plus de la tachycardie ventriculaire avec absence de pôle. Dans ce cas, les électrodes sont placées après application du gel bien sûr dans les zones sous-claviculaires droite et axillaire gauche. Les chocs sont administrés en 3 séries, 200 joules pour la première, 200 à 300 pour la seconde et 360 pour la troisième.
C'est la première série de défibrillation échue. Un traitement médical est administré. Le traitement médical joue un rôle important dans la prise en charge. Dans les premières étapes, un remplissage avec 5 ml de solution de saline avec évitement des solutions glucose. L'adrénaline, à la dose de 1 mg par voie intraveineuse, est systématiquement délivrée toutes les 3 minutes. Cette administration est immédiate dans le cadre d'un rythme non choquable et stratégiquement programmée après le troisième choc si le rythme est choquable. De plus, l'introduction de l'amiodarone constitue un élément important de protocole de traitement. L'atropine, à une dose de 1 mg en intraveineuse, est utilisée en cas de bradycardie en association avec l'adrénaline. L'isoprel, qui est un agoniste des récepteurs adrénergiques, est utilisé en cas de bloc atrioventriculaire cardiaque complet. Le sulfate de magnésium est administré en cas de torsade de pointe. L'alcalinisation en cas de hypercalémie, l'acidose métabolique préexistante ou l'intoxication tricycle. Finalement, le calcium est administré en cas d'intoxication par un inhibiteur calcique. L'étape suivante, c'est la recherche et le traitement d'une cause sous-jacente de l'arrêt cardio-respiratoire. Puis, la surveillance est essentielle pour évaluer le progrès du patient. Il comprend la surveillance du pouls, de la respiration et de l'état neurologique. La présence du médriase bilatéral non réactif, caractérisé par des pupilles symétriquement dilatées et insensibles à la lumière, indique une mauvaise perfusion cérébrale, mais peut être liée à l'administration de l'adrénaline. La surveillance paraclinique est aussi importante, comprenant l'ECG, un cardioscope et la capnographie. Merci et à bientôt.